y a des choses bizarres, il y a des choses inexplicables. Des choses qui vous échappent. L'autre jour au café, tenez. Au café, je commande un demi, j'en bois la moitié, il n'en restait plus. Cet après-midi, dans la rue, une dame me dit « Monsieur, vous pouvez me donner l'heure ?» Je dis « Oui, madame, il est 3h moins 10. » Elle me dit « Oh là là, c'est trop tard, je l'ai raté de 5 minutes. » Et j'ai dit « C'est de votre faute, madame. Si vous m'aviez demandé l'heure 5 minutes plus tôt, je vous l'aurais donné. » Il n'y a qu'avec mon voisin que je m'entends bien. Je m'entends bien avec mon voisin parce qu'on n'a pas les mêmes idées politiques, alors on discute. Par exemple, il ne peut pas voir De Gaulle. Ah, il ne peut pas voir De Gaulle. Il n'a pas la télé. Avec moi, j'ai la télé, alors je le vois, mais je comprends rien. Parce que mon voisin a la radio, alors il monte la radio, alors j'entends pas ma télé. Alors je lis le précédent discours du général, et à l'image, ça correspond à peu près. Un jour, dans un salon, à côté de moi, il y avait une dame. Elle avait des gants noirs. Elle commence à retirer ses gants. Doucement. Devant moi. Je dis, écoutez, madame, je vous en prie, pas si vite. Elle dit, monsieur, ce sont mes gants. Non, je dis, oui, madame, mais vous n'avez rien en dessous. Elle dit, monsieur, ce sont mes mains. Je dis, oui, madame, mais elles sont nues. Elle me dit, monsieur, le reste aussi. Ah, j'ai vous demande pardon, je ne l'ai pas remarqué. Alors. Distraction de ma part. J'ai le pied gauche qui est jaloux du pied droit. Quand j'avance le pied droit, le pied gauche qui ne veut pas rester derrière, il passe devant. Le pied droit fait autant, et moi, comme un imbécile, je marche. Et hier, en rentrant chez moi, je me fais arrêter par un agent de police. Il me dit, donnez-moi vos papiers. Je lui dis, je vous demande pardon, je lui dis, à quel titre? Il me dit, police. Je dis, monsieur, je vous crois pas. Il me dit, puisque je vous le dis, je dis, monsieur, prouvez-le. Il me dit, j'ai l'uniforme. Je dis, justement, il vous va pas, monsieur. Ça fait déguisé. Il me dit, vous m'avez pas bien regardé, non? Je dis, si, monsieur. Et plus je vous regarde, plus je trouve que vous n'avez pas l'air vrai. Il me dit, qu'est-ce qui vous choque? Je dis, tout, monsieur, tout. Le képier de travers, je dis, vos manches sont trop longues. Et je dis, votre bâton, là, il est douteux. Je dis, il est réglementaire. Je dis, bon, je lui dis, vous avez vos papiers? Je regarde ces papiers. Enfin, je dis, effectivement, il y a marqué agent de police. Mais je dis, rien ne prouve que ces papiers soient les vôtres. Il me dit, il y a ma tête. Je dis, justement, il ne me revient pas. Il dit, pourtant, ce sont mes traits. Je dis, vos traits, ils sont pas réguliers, mon vieux. Je lui dis, vous prétendez être un agent de police? Bon, je vais vous demander quelques renseignements. Il m'a dit, à votre service, monsieur. Bon, j'ai dit, où se trouve le boulevard Haussmann? Bon, je dis, c'est pas la peine de regarder dans votre carnet, vous ne savez pas. Il me dit, non, je lui dis, c'est grave, monsieur, c'est grave. Je lui dis, et la rue de la Chaussée-d'Antin? Il dit, je l'ai su. Et j'ai dit, vous ne savez plus, mais je dis, c'est très grave, monsieur. Il m'a dit, les rues, c'est pas mon fort. J'ai dit, bon, je vais vous poser quelques questions sur le code de la route. Je suis dans ma voiture, je roule à droite, j'arrive à un carrefour, une voiture venant sur la gauche me rentre dedans. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, je fais un constat. Je dis, non, monsieur. Il dit, si, monsieur. Je dis, non, monsieur. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que quand on a besoin de vous, vous n'êtes jamais là. Il m'a dit, c'est juste. Il m'a dit, j'y avais pas pensé. Et je lui ai dit, c'est grave, monsieur. Je lui ai dit, une autre question. J'arrive à un carrefour, je brûle un feu rouge. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, rien. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, parce que je suis pas là. Il m'a dit, si, monsieur, quand on brûle un feu rouge, il y a toujours un agent qui est là. Il m'a dit, c'est juste. Il m'a dit, c'est juste. Il m'a dit, je suis là. Il m'a dit, c'est vrai, je suis là. Il m'a dit, je suis caché, mais je suis là. Il dit, bon, alors vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je vous demande vos papiers. Je lui dis, à quel titre? Il me dit, police. Il m'a dit, monsieur, je vous crois pas. Il dit, puisque je vous le dis, il m'a dit, monsieur, prouvez-le. Il me dit, je peux pas le prouver. Je dis, bon, vous allez me suivre au commissariat de police. Il m'a dit, j'en reviens. Il m'a dit, vous allez y retourner. Oh, il m'a dit, je ne veux pas. Je veux pas y retourner, je veux pas y retourner. Oh, je dis pas d'enfantillage, hein. Ils vous feront pas de mal. Il m'a dit, vous les connaissez pas. Je lui ai dit, écoutez, vous prétendez être un agent de police, vous ne connaissez ni le code, ni le nom des rues. Je lui ai dit, savez-vous seulement où se trouve le commissariat de police?
Il m'a dit oui, c'est au coin du boulevard Haussmann et de la rue de la Chaussée-Nantes. Je lui dis alors, c'est maintenant que ça vous revient. Ben, je lui dis c'est trop tard, allez au poste. Je l'ai emmené au poste de police. J'ai dit au commissaire, je dis monsieur le commissaire, vous connaissez ce monsieur? Il dit oui, qu'est-ce qu'il a encore fait? Ben, il va me faire croire qu'il est agent de police. Il m'a dit c'est exact, il m'a dit c'est exact, il m'a dit c'est pas la première fois qu'on nous le ramène. Il m'a dit il n'a pas le physique, personne n'y croit. Il m'a dit nous-mêmes on n'y croit plus. J'ai un bouton qui veut foutre le camp. J'ai un bouton qui veut... Simone! Simone! Où est ma femme? Elle n'est pas là. Elle n'est jamais là quand on a besoin d'elle. Je suis sévère, mais je suis juste, hein? Je suis juste. Hier, je rentre chez moi. Qu'est-ce que j'apprends? Que le chat avait mangé la pâtée du chien. Dehors, le chat! Là-dessus, qu'est-ce que j'apprends? Que le chien avait mangé la côtelette de ma femme? Dehors, le chien! Là-dessus, qu'est-ce que j'apprends? Que ma femme avait mangé mon beefsteak? Dehors, la femme! Et là-dessus, qu'est-ce que je découvre? Que le lait que j'avais bu le matin était celui du chat. Alors j'ai fait rentrer tout le monde et je suis sorti. Je suis content. Vous pouvez pas savoir ce que je suis content parce que j'ai eu un accident. L'assurance va pouvoir me rembourser. Non, parce que ça fait 10 ans que je paye une assurance pour ma voiture, ils ne me remboursent jamais. Alors je suis allé voir mon assureur, j'ai dit alors vous allez me rembourser quand? Il dit quand vous aurez un accident. Et j'ai écouté, je ne sais pas comment font les autres, moi j'arrive pas à en avoir. J'ai dit vous en avez vous? Il dit moi j'en ai régulièrement 2 fois par semaine. J'ai dit comment faites-vous? Il me dit je réfléchis pas, je fonce. J'ai dit alors si je ne réfléchis pas et que je fonce, il me dit c'est l'accident assuré. J'ai dit bon, est-ce que vous pouvez m'en assurer un? Il dit je vous assure déjà contre les accidents, je ne peux pas vous assurer un accident. J'ai dit alors où puis-je en avoir un? Il dit écoutez, je ne devrais pas vous le dire parce que c'est pas mon intérêt, mais si vous voulez avoir un accident, voyez du côté de la Bastille, il y en a pas mal par là en ce moment. J'ai dit qu'est-ce que je risque? Je prends la voiture, j'arrive à la Bastille, point à droite, point à gauche, 2 accidents. J'ai dit le coin est bon, le 3e il est pas bon. Je vois arriver une voiture sur la gauche, je fonce dessus sans réfléchir. Ah dis donc le gaz des robes. Alors j'arrive à sa hauteur, j'ai dit qu'est-ce qui vous prend? Elle me dit moi je croyais que vous alliez me rentrer dedans. Je dis c'est ce que je voulais faire mais vous avez bifurqué. Je lui dis ah si vous aviez roulé plus vite j'étais bon. Je dis excusez-moi la prochaine fois je ferai attention. Alors j'appuie sur l'accélérateur et je fonce droit devant moi sans regarder. Oh, vous pouvez pas savoir ce que c'est reposant. Un sentiment de bien-être. Non, parce que ce qui est fatigant, c'est d'être obligé de regarder toujours à droite, à gauche, tout ça. Mais quand on fonce comme ça, tombeau ouvert, les yeux fermés, ça détend. Ça détend. Alors quand même, comme il se passait rien, j'ai ouvert un œil et je vois que toutes les voitures m'évitaient. À telle enseigne que je me suis dit, est-ce que je leur fais peur? Enfin, j'en étais là dans mes réflexions quand tout d'un coup, je prends un choc terrible à l'arrière. Ah ben, je dis, ça y est, enfin, ça y est, je l'ai. Alors, j'arrive, qui je reconnais? Mon assureur. J'ai dit, c'est gentil ce que vous avez fait là. Il dit, j'ai pas fait exprès. Ben, j'ai exprès ou pas exprès, vous avez eu un beau geste. Ah, mais il me dit, c'est un accident. Ben, si justement, vous allez pouvoir me rembourser. Il me dit, non, parce que comme vous êtes dans votre temps, l'assurance ne marchera pas. Je dis, bon, écoutez, j'ai bien envie de vous casser la figure. Et bien, il me dit, ça me rendrait bien service. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que depuis 10 ans, je paye une assurance contre les coups et blessures, j'arrive pas à en recevoir. Écoutez, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, je l'ai bourré de coups, il a eu tête comme ça. À un moment, il m'a dit, ça suffit, je suis déjà largement remboursé. Mais moi, j'ai dit, je ne le suis pas, et tant que vous n'aurez pas dit que vous êtes dans votre temps, moi, je continuerai. Alors, il m'a regardé de son œil blanc, parce que l'autre était déjà noir. Il m'a dit, je suis dans mon tort. Je lui ai dit, vous pouvez me l'assurer? Il m'a dit noir sur blanc, alors comme ça, je serais remboursé. Mais pas lui, parce que comme il a dit qu'il était dans son tort, l'assurance contre les coups et blessures ne marchera pas.
qu'il y a des choses qui sont tellement curieuses qu'on n'ose pas les dire. Jadis, on se permettait les choses qu'on n'oserait plus faire maintenant. Jeanne d'Arc entendait des voix. Tout le monde trouvait ça normal. Allez dire maintenant, j'entends des voix, on va dire les fous. Moi, j'ai reçu un coup de téléphone curieux. Déjà, la sonnerie. Pas comme d'habitude. Je décroche, allô? Qui est à l'appareil? J'entends une voix de femme qui me dit, c'est Jeanne. C'est qui? Elle me dit la pucelle. Je ne connaissais pas de pucelle. J'ai dit, écoutez, je vous demanderai de préciser. Elle me dit Jeanne d'Arc. C'est une plaisanterie. Elle me dit pas du tout, je suis une femme sérieuse, je voudrais vous parler. J'ai dit, je vous écoute, Jeanne. Elle me dit pas au téléphone, on pourrait nous entendre. J'ai dit où? Elle me dit dans le jardin. Je raccroche, je vais dans le jardin. J'entends Raymond. Raymond. Je dis, où êtes-vous? Elle me dit, je suis là-haut. Je voyais pas bien, j'avais pas mes lunettes. Ah, je dis oui, je vois comme une petite flamme. Elle me dit, c'est tout ce qui me reste. Alors elle me dit, Raymond, vous allez aller à l'Élysée. Je dis, oui, Jeanne. Vous allez voir le président de la République. Je dis, comment on le reconnaîtrait? Elle me dit, à vue de nez, c'est plus grand. Alors elle me dit, Raymond, vous allez dire au président de la République que son histoire de tunnel sous la Manche, moi, Jeanne d'Arc, je considère ça comme une offense personnelle. C'est pas la peine de les avoir rejetés par au-dessus pour les faire rentrer par en dessous. Je lui dis, c'est tout, Jeanne? Elle dit, c'est tout. Ça a l'air de rien, hein? Mais allez, frappez à la porte de l'Élysée. Allez, dire au président de la République, je viens de la part de Jeanne d'Arc. Il m'a dit, il est fou. Eh ben moi, j'y suis allé, pas du tout. Il m'a dit, comment va-t-elle? Il dit, elle va bien. Il me dit, toujours jalouse? De qui? Il dit, de moi? Je m'en a pas parlé, monsieur le président. Elle m'a chargé de vous dire. Il m'arrête, il me dit, je sais, le tunnel sous la Manche. Je dis, vous êtes au courant? Il dit, oui, et vous répondrez à Jeanne d'Arc que les ordres, je les reçois directement d'en haut. Ah, dès que c'est sur du plat, ça s'arrête. Ah, ça me... Ah, ah. Oh, hein? Oh. Et voilà. Voilà. Ouais. Ça calme, c'est un apaisement. Je sais que c'est une de mes petites inventions, ça. C'est à l'usage des paysans coléreux.
oui, parce que la colère du paysan, c'est terrible. Terrible. Alors moi, déjà, j'ai supprimé la herse. Alors, comme vous voyez, ça se compose de 2 parties, n'est-ce pas? Vous avez la partie tracteur, que j'ai appelée la partie Pisani. Parce que le moteur est italien. Et l'autre partie, c'est la partie Malraux. C'est la partie artistique, n'est-ce pas? Alors, suivez bien mon raisonnement. Le paysan s'en va au champ. Bon, grosse panne, comme celle qui vient de m'arriver. Grosse colère du paysan. Pas de garage à l'horizon, que fait le paysan? Il démonte le moteur, comme il n'y connaît rien, il remonte tel qu'il était, et il s'imagine que ça va repartir. T'es d'une naïveté. À cette injonction, un cheval repartirait pas un moteur. Grosse colère du paysan. Pour peu que le prix du blé baissé et celui du tabac augmenté, c'est le barrage agricole. Armé d'une clé anglaise, le paysan va-t-il frapper Pisani? Non, car grâce à mon système, un simple demi-tour, et de Pisani, il passe chez Malraux. C'est la prière, c'est l'extase. Dieu tout-puissant, qui fit la créature, je crois en ta grandeur. Je crois en ta bonté. Je crois en ta grandeur. Je crois en ta bonté. Le paysan sort de là transfiguré. C'est la béatitude, il a une petite auréole, des petites ailes dans le dos. Il devient tout comme un mouton. Qu'est-ce qui va partir au quart de tour? C'est mon petit Pégase. Le paysan est devenu poète. J'ai demandé une subvention pour ça. Et je crois quand même que c'est... Petite subvention à... Ça, c'est comme pour la subvention. Chaque fois qu'on sollicite Pisani, il vous renvoie chez Malraux. Aïe, aïe. Il y a un désaccord quelque part. Il y a pas de... Maintenant, c'est qu'on ne peut plus rien faire sans qu'aussitôt la presse s'en empare. Hier, on frappe à la maison, on dit « Monsieur, c'est la radio ». Moi, je vous écoute. On dit « La télévision ». Moi, je vous regarde aussi. Il dit « C'est bien d'ici qu'il y a un héros ». Moi, je dis « Oui, c'est moi, quoi. Pourquoi ?» Il dit « C'est bien vous qui avez retiré une femme de la Seine ?» Je dis, oui, écoutez, j'aimerais autant qu'on ne me parle pas de ça, s'il vous plaît. Ah, mais si! Vous êtes trop modeste, il faut que ça se sache. Écoutez, je préfère ne pas en parler. Si! Ah! Non! Et alors, comment ça s'est passé? Ben, je dis, écoutez, je me promenais le long des quais, et d'un coup, j'entends plouf. Il me dit, c'est une femme qui s'était jetée dans la Seine. Je dis, elle s'était pas jetée, elle avait glissé. Il me dit, alors? Ben, je dis, alors? Je me suis rendu à l'endroit où elle avait disparu.
Il me dit, vous avez plongé? J'ai dit, non, j'ai glissé aussi. Il me dit alors, ben, j'ai dit, écoutez, j'aimerais autant qu'on ne parle pas de ça. Si, il faut que ça s'arrange. Où alors? Ben, j'ai dit alors, elle m'a tendu la main. Il me dit, vous l'avez saisi? Ben, je dis, dans ces moments-là, on se raccroche à ce qu'on peut. Il me dit, alors vous avez nagé? Ben, je dis, non, justement, je ne sais pas nager. Il me dit, alors vous n'en avez que plus de mérite de l'avoir ramené. Ben, j'ai dit, justement, c'est pour moi, c'est elle. Parce qu'elle, elle savait nager, alors c'était elle qui m'a ramené. J'aimerais autant qu'on parle d'autre chose. Est-ce que je vous ai dit que j'avais failli me suicider? Je ne l'ai pas dit. Si. Si, j'ai failli me suicider pour des raisons publicitaires. Ah oui, parce que c'est que nous, les artistes, nous avons ce qu'on appelle un public relation. En France, on dit un attaché de presse, n'est-ce pas? C'est celui qui s'occupe de vos relations avec la presse. Alors mon attaché de presse vient me voir, il me dit Raymond, on ne parle pas assez de vous. Je dis parlons-en. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit venez, je vous ai organisé un coup de publicité terrible. Venez avec moi. Bon, je lui dis on va prendre un taxi. Il me dit non, c'est moi qui paye, on prend le métro. Dans le métro, il m'explique, il me dit voilà Raymond, vous allez vous jeter du 2e étage de la Tour Eiffel. Oh, ça me semble une idée amusante. Il dit ça peut être très marrant, très marrant. J'ai convoqué la radio, la télévision, tout le monde sera là pour vous recevoir. Sinon, alors je vais me jeter du 2e étage de la Tour Eiffel. Il dit oui. Je dis qui va m'en empêcher? Parce que je suppose qu'au dernier moment, il y aura bien quelqu'un qui sera là pour me retenir. Il dit oui, les pompiers. Ah, j'ai dit bon, vous les avez convoqués aussi? Il dit non, au dernier moment. Effet de surprise. On arrive au Champ de Mars bourré. Et pour bourrer le Champ de Mars, il faut être fort. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui puissent... Alors il me montre le 2e étage de la Tour Eiffel, il me dit vous voyez cette poutrelle? Vous allez vous tenir en équilibre dessus. Je lui dis mais il y a déjà quelqu'un. Il dit c'est le présentateur. Je dis qu'est-ce qu'il fait là? Il me dit vous annonce. Je suis en retard alors j'arrive au 2e étage de la Tour Eiffel, j'enjambe le parapet et je me tiens en équilibre sur une petite poutrelle. Il faut avoir envie de réussir. J'ai mon attaché de presse, il faut faire combien? Il me dit, il faut tenir au moins 20 minutes. Heureusement qu'en bas, les gens m'encourageaient. Vas-y Raymond, saute. Puis une seconde, mes enfants, on n'est pas pressés. Ne précipitons rien, il n'y a pas de feu. Alors je dis à mon attaché de presse, je dis, alors vous avez prévenu les pompiers? Il dit oui, mais c'est pas libre. Et les gens en bas qui commençaient à s'impatienter. Alors ils sautent ou ils sautent pas. Les réflexions qu'on entend dans ces moments-là, c'est pas croyable. Oui, c'est un artiste qui veut se lancer. Dans ce métier-là, on descend plus vite qu'on monte. Il y a même un qui a dit il va se ramasser. Alors quand même, là, ça m'a vexé. J'ai dit alors les pompiers, il dit toujours pas libre. J'ai dit bon, écoutez, vous allez dire à ces gens-là que je ne me sens pas très bien. J'ai des vertiges, tout ça, une crise de froid. Vous allez leur dire que ce serait imprudent de sauter aujourd'hui, que je sauterai demain. Il m'a dit, mais c'est une catastrophe, que vont dire les journalistes? J'ai dit, comment vous avez prévenu les journalistes aussi? Il dit, oui. Alors j'ai dit, alors si je ne saute pas, si je rate mon suicide demain dans la presse, ils vont m'assassiner. J'ai dit, je ne peux pas prendre ce risque. J'ai dit, mesdames, messieurs, je vais sauter. Alors dans la foule, ah! Il y en a même qui ont applaudi. Moi, je n'osais pas saluer parce que j'ai dit, il n'y a pas de rappel. Je ne saluerai qu'au dernier moment. Alors, je dis à mon attaché de presse avant de sauter, je lui dis, je me demande comment ils vont m'accueillir en bas. Il me dit, vous allez tomber sur des gens très bien. Et j'ai dit, si je tombe sur quelqu'un qui ne m'aime pas, je dis, il s'inclinera avec les autres. Il a dit, vous cassez pas la tête. Alors je vais pour sauter, tout d'un coup j'entends, vas-y Fernand.
Vas-y, Fernand! Je jette un coup d'œil, qu'est-ce que je vois? Je vois que les gens regardaient au-dessus, dans une autre direction. Je lève la tête. Qui je vois qui voulait se lancer du 3e étage de la Tour Eiffel, je vous demande 1000, Fernand Reynaud. Oh, bah alors je dis à mon attaché de presse, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il me dit, écoutez, je suis aussi l'attaché de presse de Fernand Reynaud, j'ai voulu faire du pire de coups. Alors, à ce moment-là, les pompiers sont arrivés, ils m'ont dit, c'est bien ici qu'il y a un artiste qui veut se jeter dans le vide? J'ai dit, non, c'est pas ici, c'est l'étage au-dessus. Ça, c'est un cas curieux. C'est un cas de dédoublement de la personnalité. Excuse. Mon pianiste, apparemment, il est là, alors que visiblement, son esprit est ailleurs. Sans ça, il ferait pas cette tête-là. Il y a des choses troublantes comme ça, auxquelles on ne prête aucune attention. Vous avez des portes qui s'ouvrent toutes seules. Vous savez, vous arrivez dans un magasin. Ça vous est arrivé aussi, ça? Avant que vous n'entriez, les portes s'ouvrent. Alors on vous dit, oui, c'est un œil électronique. Tiens! Ouais. C'est tout simplement votre double qui passe devant vous et qui vous ouvre la porte. Alors on vous dit, oui, mais alors qui la ferme? Ben c'est votre ombre, tout simplement. On le sait, oui, à condition d'être éclairé par devant. Mais si vous êtes éclairé par derrière, l'explication est encore plus simple. C'est votre ombre qui vous ouvre la porte et votre double qui la ferme. C'est tout. Le dédoublement de la personnalité, ça existe. Je vais vous citer un cas dramatique. Je connais un critique qui est en même temps auteur. Ce qui le met en tant qu'auteur dans une situation critique. Vous me suivez? Alors, il a écrit une pièce qu'il a fait jouer, et le soir de la Générale, c'est lui qui était dans la salle pour faire la critique. Alors, comme il est sévère, mais juste, le lendemain, dans la presse, il s'est éreinté. Il s'est traîné dans la boue. Alors, quand l'auteur a lu sa critique, il s'est envoyé une lettre dans laquelle il disait qu'il n'avait rien compris à sa propre pièce. Depuis, il ne se parlait plus. Quand ils se rencontraient dans une glace, ils ne se saluaient plus. Et il n'arrêtait pas de s'envoyer des lettres d'injures. En tant que critique, il disait à l'auteur, vous écrivez comme un manche. Et en tant qu'auteur, il répondait aux critiques, critiquer c'est facile, mais pour écrire, c'est une autre paire de manches. Alors après s'être envoyé plusieurs lettres, il s'est envoyé une gifle. Comme c'était pas un lâche, il serait rendu. Après s'être envoyé plusieurs gifles, quand il eut compris que d'un côté comme de l'autre, c'est toujours lui qui prenait, il s'est dit, c'est trop bête. Alors il s'est invité à déjeuner. Tout seul, en tête à tête. À la fin du repas, il s'entendait avec lui-même comme deux larrons en foire. À partir de ce moment-là, il s'est appelé nous. Nous allons écrire une pièce, nous la ferons jouer, nous la critiquerons de concert. Et le lendemain, il s'envoyait des fleurs. Des narcisses. Et moi, je l'ai connu à cette période-là. Vous voyez, c'est... Un jour, on sonne à ma porte. Ma bonne qui était allée ouvrir, on me dit, il y a 2 messieurs qui vous demandent. J'ai 2 messieurs, elle me dit, il y en a qu'un, mais il me dit qu'ils sont 2. Ah ben j'ai dit, alors c'est lui, faites-les entrer. Effectivement, c'était lui. Je lui dis, asseyez-vous, je lui dis, qu'est-ce que vous prenez? Il me dit 2 whisky. Comme j'allais à la cuisine chercher les whisky, j'entends une conversation animée, des éclats de voix. Parce que c'est là, ici, il y a un manque de goût. Je reviens, je lui dis, vous me parliez? Il dit, non, nous discutions entre nous. Il dit, à propos de votre appartement, d'ailleurs. Je lui dis, comment le trouvez-vous? Il me dit, moi, je le trouve bien, mais il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de critiquer. Il dit, je ne cite personne, suivez mon regard. Je suis son regard, qui je vois, lui, qui se regardait dans la glace. Alors, il en vient au but de sa visite, il me dit, voilà, nous avons écrit une pièce à 2 personnages, et nous voudrions que vous la jouiez. Je dis, qui? Il me dit, vous 2. Je dis, moi et qui? Ben, il me dit, vous et vous. Vous êtes bien comédien. Oui. Il me dit, alors vous vous dédoublez. Alors là, j'ai compris qu'il n'était pas simple. Ah, j'ai dit, oui, mais en ce moment, nous ne sommes pas libres. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je joue les 2 orphelines. Ah, il me dit, alors je regrette. Alors il s'est levé en se faisant passer devant. Et en disant, après vous.
Devant la porte, ça n'en finissait plus. J'ai ouvert la porte à double battant, il est sorti l'un derrière l'autre. Et quand je repense à ça, quelquefois je me dis, tu aurais peut-être mieux fait d'accepter de jouer sa pièce. Oh puis non, quoi, elle pouvait pas être bonne. Mais qu'est-ce que t'en sais, tu l'as pas lu? Je vais pas aller lire la pièce d'un fou. Et qui te dit qu'il est fou? Ah bah plutôt 2 fois qu'une, non? Il parlait tout seul. Il n'arrêtait pas de discuter avec lui-même. Bah et toi, en ce moment, qu'est-ce que tu fais donc? Ah oui, tu as raison, tiens. Je ne suis qu'un sot, doublé d'un bel imbécile. Ah, on ferait mieux d'aller prendre l'air, hein. Ça nous ferait du bien. Mesdames, messieurs, excusez-nous, nous allons prendre l'air. Et quand nous serons calmés, je reviendrai. Vous voyez, hein, souvent on se prend pour quelqu'un, alors qu'au fond, on est plusieurs. Le progrès, c'est une chose formidable, le progrès. Moi, j'ai un copain, il est pilote d'essai. Enfin, il n'est pas encore pour l'instant, il essaie d'être pilote. Il me dit, tu n'as jamais franchi le mur du sang? Il me dit, viens, tu vas prendre le baptême de l'air. Je lui dis, il n'y a pas de danger? Il me dit, aucun! Aucun! Tu mets simplement une ceinture de sauvetage, un parachute ventral, un autre parachute dorsal, au cas où. Il m'a dit, parce que si le parachute que tu as sur le ventre ne s'ouvre pas, il me dit, l'autre, tu l'as dans le dos. Je mets les parachutes, je monte dans un avion supersonique, double réacteur. Il me dit, attention, on décolle. J'ai tiens mes oreilles aussi. Il me dit, c'est normal. Arrive à 2000 mètres. Il me dit, éteins ta cigarette. Il me dit, j'ai pas de cigarette. Il me dit, tu fumes pas? Il me dit, alors c'est l'avion. Il le fumait. Alors il me dit, ça c'est pas normal. Alors je jette un coup d'œil. Je dis, dis donc, il y a le feu à ton réacteur. Il me dit, alors c'est normal, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout d'un coup j'entends BAM! Je dis, tiens, on a franchi le mur du son. Il me dit, non, c'est le réacteur qui vient de sauter. Je dis, le progrès, c'est formidable, le réacteur saute. On s'en aperçoit pas. Tout d'un coup j'entends BAM BAM! Ah ben c'est double bang, alors là on a franchi le mur du son. Il me dit, non, c'est l'autre réacteur qui vient de sauter. Je dis, le progrès, c'est formidable, les réacteurs sautent, on continue. Je lui dis, on irait même plus vite que tout à l'heure. Il me dit, c'est aussi qu'on descend? Alors là, il me dit, il y a quand même quelque chose qui claque. Ah, je lui dis, t'inquiète pas, ce sont mes dents. Il dit, tu n'as pas peur? Ah bah, je dis, non, maintenant, je suis baptisé. Il me dit, alors fais ta prière et fais la courbe parce qu'on sera arrivé en bas avant que tu l'aies fini. Puis le progrès, ça va plus vite qu'une prière. Je lui dis, on sera en bas avant que j'ai fini ma prière. Il me dit, non, on sera là-haut. Tout d'un coup, il me dit, saute. Il me dit, saute. Je dis, où? Il me dit, à terre. Je dis, comment je peux sauter d'ici? Et il me dit, oui. Ben, j'ai toi, il me dit, je saute aussi. Ben, j'ai l'avion, il me dit, il saute aussi. Genre, tout le monde saute, quoi, le problème. Ah, c'est magnifique. J'ai pour sauter, je lui dis, écoute, tu crois pas qu'on est encore un peu haut? Il me dit, non, on est déjà trop bas. Il me dit, tu n'as plus le temps de sauter, je vais éjecter les sièges. Il a appuyé sur un bouton, j'ai été projeté avec mon fauteuil dans l'espace. Lui dans son fauteuil. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je sauve les meubles. Alors, dans un fauteuil, assis, au grand air, avec un petit parasol qui s'est ouvert au-dessus de moi,
Lui, la même chose, je lui ai dit ça au bord de la mer, ce serait idéal. Il dit, on y arrive. Effectivement, plouf, plouf, double plouf. Dans l'eau jusque-là, pas besoin de nager. La ceinture de sauvetage s'est gonflée d'elle-même. On s'est laissé emporter par les flots. 2 jours plus tard, on s'est retrouvé sur la côte d'Azur, allongé sur la plage, sans connaissance. Sans connaissance, parce que nos petites amies, on les avait laissées à Paris. Il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, c'est pas mal, mais si on avait pris le train, on serait venu 2 jours plus vite. Alors. Si tu es mon bouton qui veut foutre le camp toujours. Et ma... Simone! Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, ma femme. Qu'est-ce qu'elle fait? J'arrive jamais là quand j'ai besoin d'elle. C'est énorme tout de même. Ah, moi, il y a des jours où j'en ai marre. Moi, il y a des jours où je foutrais le camp. C'est bien ça? Je sais pas si vous êtes comme moi, il y a des jours où je foutrais le camp. Il y a des jours où je ferai la valise, je foutrais le camp. Ah, je foutrais le camp, j'irai n'importe où, j'irai... Je vais voir ma femme. Je dirai, je fous le camp. Je dirai, où vas-tu? Bah, j'irai n'importe où, n'importe où. Je l'entends d'ici, tiens. C'est comme s'il était dans la pièce à côté. Oui, quand tu pars, tu sais jamais où tu vas. Tel que je te connais, tu es foutu de revenir. Je dirais, bon, tiens, salut. Alors, quand on se retrouve tout seul dehors avec sa valise, sans sa femme, par un froid de canard, croyez-moi, c'est dur. Surtout que c'est de sa faute, tout ça. Si elle n'était pas restée à la maison, jamais je ne serais parti. Oh, mais je vais foutre le camp, je vais aller aux îles, tiens, je vais aller aux îles, la mer. Le bruit que font les vagues, les filles qui dansent au soleil, la sieste dans le hamac. Ce qu'il faut, c'est l'argent pour le voyage. C'est tout. J'irai voir mon frère, je lui dirai, prête-moi de l'argent. Il me dira, encore? Je l'entends d'ici, tiens. C'est comme s'il était dans la pièce à côté. Oui, la dernière fois que je t'en ai prêté, tu as oublié de me le rendre. Je dirais, oublié, ça arrive à tout le monde d'oublier. Crois-tu que si je m'étais souvenu que je te devais de l'argent, je serais revenu t'en emprunter? Alors quand on se retrouve tout seul dehors avec sa valise, sans sa femme, sans argent, par un froid de canard, croyez-moi, c'est dur. Qu'est-ce qu'il va en foutre de son pognon? Il va le dépenser, ben c'est bien fait pour lui. Oh, j'étais pas exigeant, moi, qu'est-ce que je demandais? Simplement, le bruit que font les vagues, les filles qui dansent au soleil, la sieste dans le hamac. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais vendre mon âme au diable. Ça me fera un peu d'argent. Je vais voir Satan. Je lui dirai, combien tu m'en donnes? Il me dira, combien en veux-tu, parce qu'il marchande toujours. Je lui dirai le prix du voyage, tiens, les îles, aller-retour. Oh, je l'entends ici, tiens. C'est comme s'il était dans la cave en dessous. C'est beaucoup trop cher. Je vais pas payer ce prix-là une âme que je finirai par avoir pour rien. Je lui dis, tu n'auras pas mon âme. Il me dira, si je l'aurai. Ben, je dis, tiens, tu peux toujours courir. Essaie de l'attraper. Alors, quand on se retrouve tout seul dehors, avec sa valise, sans sa femme, sans argent, avec le diable qui vous court derrière, croyez-moi, c'est dur. Et par un froid de canard, avec l'autre qui insiste derrière, viens chez moi, il y a du feu. Vas-y, rétro, ça balance. Et voilà. À qui s'adresser? Mon Dieu, voyez ma détresse. Je ne sais plus où aller. M'entendez-vous? Je l'entends d'ici. Tiens, c'est comme s'il était à l'étage au-dessus.
Oui, quand tout va bien, tu m'ignores. Il n'y a que lorsque ça va mal que tu t'adresses à moi. Je dirais, mon Dieu, je ne sais plus où aller. Il dira, bon, allez, monte. Tu sais comment? Il dira, monte. Je dirais, monte, c'est vite dit, monte. Moi, j'ai ma valise, moi. Puis elle est lourde. Ah, il est bon, lui, il est tranquillement assis dans son fauteuil. Tandis que moi, je suis là à me débattre. Tiens, je fous le camp. Je rentre à la maison. Quand on pense que Louis XIV s'habillait en public, c'est prodigieux. Le public était admis au petit lever du roi. Allez faire ça maintenant. Allez demander aux grands de... Allez, frappe pas. Frappe pas. Ce sera interminable. Mais Louis XIV s'habillait en public. J'ai lu ça dans les mémoires de Saint-Simon. Avec Saint-Simon, c'était les potins de la commère de l'époque. Une mémoire prodigieuse. Que dis-je une mémoire? Il y en avait plusieurs. Il avait des mémoires d'un volume. Ah, il en a écrit plusieurs aussi. Alors il dit que c'est parce que les finances du royaume étaient mauvaises que Louis XIV a eu l'idée, pour se faire un peu d'argent de poche, de donner en public ce qu'on a appelé le lever du roi. C'était pas cher l'entrée, il fallait payer un louis d'or. Un louis d'avant la guerre 14. Avant la guerre de Louis XIV. On entrait dans la chambre du roi. Le roi dormait. Hein? Alors il y a un monsieur, qui était le frère du roi et aussi son impresario, qui arrivait. Bonjour, bonjour. Il était un peu comme ça, n'est-ce pas? Comme dit Saint-Simon qui avait la mémoire des gestes. Il tapait dans ses mains, il disait « Louis, c'est l'heure. Louis. Allons, grand paresseux. » Mais le roi, lui, dormait comme une petite reine. Alors le public s'impatientait. « Commentez, commentez !» Alors monsieur s'avançait, il disait « Noble seigneur, état de paysans, commencez par vous taire. On n'est pas au palais royal ici. » Il allait frapper les 3 coups sur la tête du roi. Et au 3e coup, le roi, qui avait un sens prodigieux du théâtre, s'éveillait. Il ouvrait un œil. Il disait « Il y a du monde ?» Et monsieur répondait « Sire, c'est bourré !» Alors le roi disait « Habilleuse » et monsieur répondait « Sire, je suis là !» Et le roi s'habillait en cadence. Pendant que monsieur chantait « Jabot bouffant, manche de dentelle, ruban par-ci, par-là, quelques plumes, une perruque, de la poudre. » Et quand le roi était habillé, il sortirait dans son petit cabinet, comme dit Saint-Simon qui avait la mémoire des lieux. Alors le roi, n'est-ce pas, qui avait plusieurs maîtresses sur les bras, il avait besoin d'écus. On appelait ça comme ça à l'époque, c'est ça? Il s'est dit, je vais donner une matinée supplémentaire. C'est-à-dire qu'il faisait 2 levées par jour. Alors lorsque Saint-Simon est arrivé à Versailles par la poste, la première levée était faite. Il a glissé un mot dans la boîte pour dire qu'il assisterait à la 2e levée. Et ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors monsieur est arrivé, bonjour, bonjour, de plus en plus comme ça, comme dit Saint-Simon qui avait la mémoire radoteuse. Louis, c'est l'heure, le roi a ouvert un œil, il a dit, il y a du monde, et monsieur a répondu, sire, c'est pas bourré. Alors le roi a dit, je me lève pas, je fais la grasse matinée. Alors le public a commencé à manifester, ouh, ouh, ouh.
Alors monsieur qui n'avait pas compris a fait... Alors les gens ont commencé à rembourser. Alors ça, monsieur a dit jamais, puisque le roi est malade, faites-vous rembourser par les assurances sociales. Alors les gens ont commencé à casser les fauteuils. Lorsque Louis XIV a pris un fauteuil Louis XIII sur le rein, il est parti. Et un jour, il est arrivé ce qui devait arriver, n'est-ce pas? Le roi qui avait passé la nuit dehors. Il avait fait la tournée des grands-ducs avec la duchesse de Montespan, comme dit Saint-Simon qui avait la mémoire en trou de serrure. Il est entré à Versailles, le public était déjà là au petit jour. Il est rentré dans sa chambre complètement beurré. Il marchait à la Louis XV, ce qui était très audacieux pour l'époque. La perruque à la Beatle. Salut les copains! Alors le public a commencé à rire. Alors le roi a ouvert un œil, il a fermé l'autre parce qu'il commençait à être fatigué. Il y a eu du monde. Et monsieur a répondu, ça y est, il est bourré. Le roi a bu. Que faire? Impossible de faire lever le roi puisqu'il ne s'était pas couché. C'est alors que monsieur a montré qu'il était un homme. Il a crié striptease. Et le roi s'est déshabillé avec une volupté, dévoilant les dessous de sa politique avec une franchise. Et après avoir montré qu'il n'avait aucun préjugé ridicule, boum, il est tombé dans les bras de Morphée, une maîtresse de plus. À partir de ce moment-là, Louis XIV, supprimant les matinées, ne se montra plus qu'au coucher du soleil, dans un déshabillé somptueux, frivole et fort coûteux, comme dit Saint-Simon qui avait lu les mémoires du ministre des Finances. La, la. Je suis inquiet parce que j'ai laissé mon lion tout seul à la maison. C'est que j'ai un lion chez moi. Un lion magnifique, une bête crinière. Il est magnifique. Et alors, je suis inquiet parce que quand je le laisse tout seul à la maison, il a peur. Il a peur des voisins. Parce que quand mon lion rugit, il fait... Alors les voisins font... Alors mon lion est comme ça. Alors les voisins disent, il est fou ton lion. T'es un pauvre lien, il est comme ça. Cognac. Mais leur dit, mais non, c'est parce que vous ne le laissez pas rugir normalement. Laissez-le rugir, vous allez voir, je dis à mon lion rugit. Rugit. Alors mon lion il fait... Alors les voisins font... Alors les voisins... Il est fou ton lion. Il faut le faire enfermer. Et ils ont fait une pétition. Le vétérinaire est arrivé. Quand mon lion a vu arriver le vétérinaire, il a poussé un petit rugissement. Et ça l'a sauvé. Parce que le vétérinaire a dit, c'est le lion rugit, normal. Il a dit, il n'y a aucune raison de l'enfermer. Alors les voisins ont fait... Alors mon lion a fait... Intelligent. Ah, c'est intelligent comme animal. Mais il m'attire des soucis aussi, vous savez. Il m'attire des soucis. Ce matin, ma voisine, qui me dit, monsieur, il y a votre lion qui a fait pipi devant ma porte. J'ai dit, madame, c'est pas mon lion. Elle dit, si, monsieur, c'est votre lion. J'ai dit, madame, je vous dis que c'est pas mon lion. Elle me dit, alors, si c'est pas votre lion, qui est-ce? Eh bien, j'ai dit, c'est moi. Les choses sont écrites à l'avance, vous savez. Les taxis de la Marne, tenez, mon père était soldat à l'époque, il m'a raconté comment ça s'est passé. C'est pas du tout comme on l'a dit. Il m'a dit, les taxis de la Marne, c'était écrit. C'était écrit dans le manuel du parfait soldat. Pour gagner la Marne, prenez un taxi. Alors mon père, il a arrêté un taxi, il a dit taxi, le chauffeur, il a dit où allez-vous? Mon père a dit je vais sur la Marne. Le chauffeur a dit ça tombe mal, moi je rentre à Levallois. Alors mon père a dit monsieur, vous n'allez pas dans le sens de l'histoire. L'étendard sanguin est levé.
Eh ben, moi, dit le chauffeur, mon petit drapeau, il est baissé. Mon père a dit, là, monsieur, vous manquez d'élan patriotique. Alors le chauffeur a dit, l'élan patriotique, j'en ai jusqu'ici. Mon père a dit, vous devriez avoir honte. Moi, j'en ai jusque-là. C'est la guerre, monsieur, a dit mon père. Le chauffeur a dit, bon, pas encore pour cette fois-ci, mais c'est la dernière. Mon père n'a rien répondu, mais il a pensé, si ça se trouve, en 3940, on remettra ça. Enfin, il a pensé après. Il est monté dans le taxi. En cours de route, il jette un coup d'œil sur le compteur. Qu'est-ce qu'il voit? 250 francs. Il dit, halt, demi-tour, j'ai pas assez. Ah, le chauffeur, il dit, trop tard, monsieur, on est dedans. Mon père dit, on est dans quoi? Le chauffeur dit, on est dans la Marne. Effectivement, ils y étaient enfoncés jusque-là. Là, mon père a dit, monsieur, vous avez peut-être été un peu loin. Le chauffeur a dit, écoutez, vous m'avez pas donné l'adresse exacte. La Marne, c'est Baseux. Vous me prenez pour une gourde? A dit mon père qui commençait à se remplir. Il a dit, je vous ai dit sur la Marne, je vous ai pas dit dedans. Alors le chauffeur a dit, la Marne, moi j'en ai jusque-là. Mon père a dit, vous avez exagéré, monsieur, moi j'en ai que jusqu'ici. Alors ils ont fait marche arrière, ils ont pris un petit sentier, ils sont entrés dans un embouteillage de taxi, le gros de l'armée française. Alors là, mon père a dit, c'est pas tout ça, maintenant il faut payer le taxi. Il est allé voir le capitaine, il a dit, mon capitaine, qui est-ce qui va payer le transport? Alors le capitaine a dit, alors vous aussi. Alors tout le monde a pris un taxi. Il a dit, il n'y a que moi qui suis venu à cheval, alors. Alors mon père a dit, écoutez, mon capitaine, c'est écrit dans le manuel du parfait soldat. Alors le capitaine a dit, si vous croyez que j'ai le temps de lire, moi. Mon père a dit, c'est écrit pour gagner la Marne. Alors le capitaine a dit, je vous foutrai dedans. Alors mon père a dit, c'est fait. Alors le capitaine a dit, c'est bon, les Allemands vont nous payer ça. Il est monté sur son cheval et il a crié, en voiture. Alors mon père est monté dans le taxi, il a dit au chauffeur, si vous voulez être payé, il faut aller en face. Alors les Allemands, quand ils ont vu arriver les Français en taxi, ils ont cru que la guerre était finie, ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Alors là, mon père a dit au chauffeur, écoutez, nous on est venus pour rien, on voit pas pourquoi on vous paierait. Alors le chauffeur a dit, bon, il dit, puisque c'est comme ça, vous nous avez emmenés en bateau jusqu'ici. Vous allez entendre parler de nous, et effectivement, on en a entendu parler des taxis de la Marne.